La menace des ransomware, les fuites de données, c'est devenu une sorte de bruit de fond un peu anxiogène. On a tous ce sentiment que ce n'est plus une question de si, mais vraiment de quand une entreprise va se faire pirater. Oui, et c'est ce sentiment d'inévitabilité qui en fait change tout. Si on part du principe que la faille est une certitude, alors toute la stratégie de défense doit être repensée de fond en comble. C'est précisément le point de départ des documents qu'on a sous les yeux. C'est vrai, et en les lisant, on sent que c'est leur postulat pour tout déconstruire. Alors sur la table, on a deux dossiers, ils semblent liés mais distincts. D'un côté, le dossier d'investissement d'une start-up, Secure My Digital, ou SMD. De l'autre, une pile de notes techniques, de brouillons de brevets, de mémos stratégiques d'une entité plus discrète, on va dire, Blocksmith. On a l'impression que c'est un peu le cerveau derrière l'opération. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre le lien entre les deux et surtout de percer le secret technologique qu'ils pensent avoir trouvé. Allez, on plonge dans ces documents. Et il faut bien comprendre que ce qu'il propose n'est pas une simple amélioration. Ce n'est pas un mur un peu plus haut ou une serrure un peu plus solide, quoi. Non, c'est autre chose. C'est une démolition complète de l'ancienne philosophie de sécurité. On va parler de résilience post-faille et d'un concept encore plus radical qu'ils appellent le zéro matériel. C'est un vrai changement de paradigme. Commençons par l'ampleur du problème, parce que les chiffres que SMD avance dans son dossier sont vertigineux. Le coût mondial des ransomware projeté à 265 milliards de dollars d'ici 2031, en partant de 325 millions en 2015, la croissance est juste exponentielle. C'est une courbe qui donne le vertige, oui. Et la fréquence des attaques, elle suit exactement la même logique. Le document estime qu'une entreprise sera attaquée toutes les 2 secondes d'ici 2031. Toutes les 2 secondes? C'était toutes les 11 secondes en 2021. Toutes les 2 secondes, ce n'est même plus un risque, c'est une certitude opérationnelle en fait. Une attaque toutes les 2 secondes. C'est à peine le temps de respirer. Quand on lit ça, on se dit que la guerre est déjà perdue. Et là, on ne parle même pas que d'argent. Le dossier cite une étude d'IBM qui montre que dans le secteur de la santé, une seule faille coûte en moyenne plus de 10 millions de dollars. Mais l'impact sur la réputation, la confiance, ça ne se chiffre pas. Et c'est un point que les documents martèlent. L'impact n'est pas que financier. Il parle de la viabilité à long terme de l'entreprise qui est en jeu, mais aussi des conséquences pour la société. Des données médicales volées peuvent servir à créer de fausses identités, à frauder des assurances. Les conséquences humaines sont dramatiques. Au fond, le problème qu'ils décrivent, c'est que les entreprises sont prises en otage avec leurs propres actifs, leurs données. L'arme est retournée contre son propriétaire. Exactement. Et c'est là qu'ils posent le principe fondamental qui sous-tend toute leur réflexion. Le piratage est inévitable, et si on part de là, l'approche traditionnelle de la cybersécurité ne peut plus fonctionner. Donc, si le piratage est inévitable, ça veut dire que tout ce que l'industrie fait depuis 30 ans, construire des murs plus hauts, des forteresses numériques, c'est une impasse. C'est un peu ce que disent les documents de SMD, non? C'est exactement leur argument. Le dossier de SMD critique violemment les solutions actuelles, les gestionnaires de mots de passe qui sont eux-mêmes des cibles, et surtout ces fameux coffres-forts centralisés, les vaults, où sont stockées toutes les clés secrètes. Ils décrivent ça comme des honeypots, des pots de miel qui attirent toutes les attaques. Et c'est là que les documents plus théoriques de Blocksmith deviennent passionnants. Ils introduisent une distinction pour expliquer cette impasse. C'est la différence entre le matériel et le signal. Voilà. Le matériel, c'est tout ce qui est stocké de manière statique. Les données brutes, les mots de passe, les clés de chiffrement. En somme, c'est le trésor. La cible des pirates. C'est la cible. Et la philosophie de Blocksmith, résumée dans un mémo, est d'une clarté redoutable. Si vous le stockez, vous en êtes responsable. Point. Ce qui veut dire que l'approche traditionnelle, c'est de construire des coffres-forts de plus en plus blindés pour protéger ce matériel. Mais plus le coffre est solide, plus le trésor à l'intérieur prend de la valeur, et du coup, plus il attire de voleurs. C'est un cercle vicieux, quoi. Précisément. C'est une course à l'armement que, selon eux, les défenseurs sont mathématiquement condamnés à perdre, un jour ou l'autre. Alors, si stocker le matériel est le cœur du problème, la solution serait de ne rien stocker du tout. Ça paraît complètement contre-intuitif, voire impossible. Et pourtant, c'est exactement là qu'ils veulent en venir. C'est le changement de perspective radical. SMD ne cherche pas seulement la prévention, mais ce qu'ils appellent la résilience post-faille. Ils partent du principe que le voleur est déjà dans la place. Il y a 2 phrases dans leur pitch qui m'ont vraiment marqué.
La première, rendre le risque de ransomware redondant. Et la seconde, encore plus folle, nous rendons les données volées sans valeur et la confiance numérique inébranlable. C'est une sacrée promesse. C'est une énorme promesse. Et la théorie derrière ça, c'est ce que Blocksmith appelle l'avènement de l'ère du zéro matériel. Leur mantra qu'on retrouve partout, c'est « conserver le signal, pas le matériel ». Attendez, zéro matériel, ça sonne presque comme de la science-fiction. L'idée, c'est que la solution serait de ne rien avoir à protéger du tout? C'est ça le concept? C'est le cœur du concept. Il ne s'agit plus de protéger un secret statique, le matériel, qui peut être copié, volé, vendu. L'idée est de passer à la vérification d'un événement dynamique et éphémère, le signal. Si les données sont volées, elles sont inertes, elles sont inutilisables parce que le signal vivant qui leur donne un sens, qui prouve une identité à un instant T, il est manquant. Ah, d'accord. Les données volées sont comme une clé de voiture sans le signal électronique de la télécommande, qui permet de démarrer le moteur. D'accord. L'idée est puissante. Mais comment ça se traduit en technologie concrète? SMD parle de mots de passe incassables et simples pour tout le monde. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend sur la sécurité depuis des années. Comment c'est possible? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet avec la technologie ZEM-Sign de Blocksmith. Pour les identités, le secret, ce n'est pas le mot de passe simple qu'on mémorise du genre Soleil 123. Le vrai secret, c'est ce qu'ils appellent le Kinetic Identity Signal, ou KISS. Le signal d'identité cinétique, c'est-à-dire? C'est la biométrie de votre frappe au clavier, le rythme entre les lettres, la durée d'appui sur chaque touche, la vitesse globale. C'est une signature comportementale qui est unique à chaque personne. D'accord. Le système combine le mot de passe simple, l'encre statique, comme ils disent, avec ce signal cinétique capturé en direct pour générer à la volée une signature cryptographique d'une complexité folle. Les notes techniques parlent de 340 bits d'entropie. Waouh, 340 bits. Pour donner un ordre de grandeur, c'est bien au-delà de ce que n'importe quel supercalculateur sur Terre pourrait espérer casser, non? Ah oui, complètement. Et le point crucial, c'est que cette signature complexe n'est jamais stockée. Jamais. Elle est créée au moment de l'authentification, elle est utilisée, et puis immédiatement détruite. Et c'est pour ça qu'un de leurs documents affirme, et je cite, qu'on pourrait écrire son mot de passe sur un post-it collé à son écran. C'est une affirmation marketing un peu audacieuse ou c'est techniquement crédible? C'est provocateur, mais c'est techniquement le cœur de leur argument. Le mot de passe Soleil 123 sur le post-it est inutile sans la manière unique dont son propriétaire légitime le tape. Le matériel, donc le mot de passe, sans le signal, la frappe, ne vaut rien. C'est fascinant. Et pour les données et les systèmes, ils appliquent la même logique de zéro matériel. Exactement la même logique. Pour sécuriser le données, ils utilisent ce qu'ils appellent la tokenisation zero knowledge. On remplace une donnée sensible, comme un numéro de carte bancaire, par un jeton qui n'a pas de sens en soi. Mais la partie zero knowledge, ou connaissance nulle, permet de prouver une information sur la donnée sans jamais la révéler. Donc, si je comprends bien, c'est comme montrer sa carte d'identité à travers une vitre dépolie. Le videur peut voir que c'est une vraie carte et que la date de naissance indique que la personne est majeure, mais il ne peut lire ni le nom ni l'adresse. C'est ça l'idée? C'est une excellente analogie. On vérifie sans révéler. Et ils appliquent cette même logique au système avec la gestion des clés de chiffrement sans volt. Il n'y a pas de coffre-fort central qui stocke les clés. Laissez-moi deviner, elles sont créées à la demande, elles aussi? Toujours. Elles sont reconstruites dynamiquement au moment précis de leur utilisation. Pour ça, le système combine des morceaux d'informations qui viennent de l'utilisateur, du contexte, de l'appareil, un peu comme les ingrédients d'une recette. Une fois la clé utilisée, elle est effacée. Les documents de brevet appellent ça la dérivation déterministe à la demande. C'est un peu comme une recette de cuisine secrète alors. On n'écrit jamais la recette, mais on a 3 ingrédients qu'on garde dans des endroits séparés. Au moment de cuisiner, on les rassemble, on suit les étapes dans sa tête, on obtient le plat. Une fois le plat servi, la recette n'existe plus nulle part. C'est une analogie parfaite. Le fil conducteur est toujours le même. Éliminer le matériel, stocké, qui représente une cible. Donc pour résumer, Pas de signature stockée, jamais, pas de données sensibles révélées, jamais, pas de volt avec les clés. aucun. Le secret n'existe que pour la microseconde où on en a besoin. C'est ça, la promesse du zéro matériel. C'est une technologie qui semble incroyablement puissante. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut réellement être commercialisé à grande échelle ou ça reste au stade du labo? Le dossier d'investissement doit bien avoir un avis là-dessus.
Et c'est là que le pitch de SMD devient concret. D'après leurs projections, le marché total adressable, uniquement pour la gestion des identités et des mots de passe, pèsera 80 milliards de dollars d'ici 2030. C'est un marché colossal. D'accord, le marché est énorme, mais est-ce qu'ils ont une forme de validation externe? Est-ce que des gens crédibles ont regardé cette technologie et ont dit oui, ça tient la route? Tout à fait. Le dossier met en avant une reconnaissance de poids. SMD a été hautement recommandé au Consensus Innovation Awards en 2024, puis a remporté le Grand Prix en 2025. Et la citation des juges, qui est incluse dans le document, est très forte. Le potentiel de scalabilité et d'impact pour le bien commun est immense. C'est un saut d'approbation qui est très significatif. D'accord, ça donne de la crédibilité. Alors concrètement, quelle est l'opportunité d'investissement? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Il s'agit d'un tour de financement de préamorçage, un pré-seed. Il cherche à lever entre 750 000 et 2,5 millions de dollars, et ce montant est basé sur une valorisation de l'entreprise avant investissement de 10 millions de dollars. Et cet argent servirait à quoi exactement? Les objectifs sont très clairs. Développer le produit minimum viable, le fameux MVP, recruter une équipe technique et commerciale, et surtout, sécuriser la propriété intellectuelle, via les brevets dont on a vu les ébauches. Et comment ils comptent gagner de l'argent avec ça? Le modèle, c'est un classique du logiciel, des licences annuelles par abonnement, soit par utilisateur, soit pour une entreprise entière. Et leurs projections financières sont ambitieuses. Ils visent 2,7 millions de dollars de revenus récurrents annuels d'ici 2 à 3 ans. Ce qui amène à la question que tout investisseur se pose. Quel est le retour potentiel? Le dossier évoque un potentiel de retour sur investissement de 10 à 100 fois la mise de départ. Il se base sur des acquisitions récentes dans le secteur de la cybersécurité, où les entreprises rentables sont souvent rachetées pour des multiples de 10 à 15 fois leur revenu annuel. Si SMD atteint ses objectifs, une sortie à plusieurs centaines de millions n'est pas irréaliste. Donc, si on récapitule, on a un problème aux proportions bibliques qui ne cesse de s'aggraver. Face à ça, on a une critique en règle de toute une industrie dont l'approche fondamentale est jugée obsolète. Et au milieu, on a une proposition, un nouveau modèle qui ne cherche plus à barricader la porte, mais à rendre le trésor sans aucune valeur pour le voleur. C'est une synthèse parfaite. Mais l'idée la plus radicale qui se dégage de ces documents, et qui pourrait vraiment tout changer, n'est pas juste technologique. C'est une redéfinition de ce qu'est un service et de ce qu'est la responsabilité. C'est-à-dire? Dans une présentation interne de Blocksmith, il y a cette phrase qui m'a vraiment interpellé. Nous ne fournissons pas un service auquel vous faites confiance, nous fournissons un protocole que vous exécutez. La nuance est subtile, mais... Elle est énorme. Un service, ça implique de faire confiance à un tiers, à un gardien. Un protocole, c'est un ensemble de règles mathématiques, un processus qu'on peut vérifier soi-même et qui fonctionne qu'on lui fasse confiance ou non. C'est faire confiance aux maths, pas une entreprise. Exactement. Cela dessine un futur où la cybersécurité ne serait plus l'achat d'une protection auprès d'un gardien centralisé, mais l'exécution d'un protocole décentralisé qui rend la sécurité inhérente au système lui-même. Ce qui nous amène à une pensée finale, une question à laisser mûrir. Si une fuite de données peut réellement être rendue sans conséquence, si le vol du matériel devient un non-événement, alors quelle est la nouvelle valeur de la donnée elle-même? Et quel est l'avenir de cette économie gigantesque, ces centaines de milliards de dollars, qui a été construite non pas autour de l'utilisation de la donnée, mais de sa simple protection? C'est peut-être là que se trouve la disruption la plus profonde.